Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le corrigé complet du sujet Asie du 18 juin 2024, donc le DNB, ce fameux brevet des collèges. Alors c'est comme d'habitude, c'est sur 100 points, rien de nouveau. Il y a 5 exercices, donc les points sont à peu près répartis, à peu près 20, vous voyez 18, 20, 26, 16, il y a un petit exercice qui vaut un peu plus. On commence ici par un QCM avec à chaque fois 4 propositions. Bon, rien de bien compliqué, nombre premier, R d'un patron, forme factorisée. Ici, ratio et médiane. Et ici, c'est sans justification. On continue ensuite avec, vous le voyez, un exercice 2, c'est des vrais ou faux. Alors, il y en a 3, ils annoncent 4, mais il n'y en a que 3. Ici, vue, donc perspective. Ici, un petit Thalès. Et après, un petit peu de probabilité. C'est tout ce qu'il y a en probabilité. C'est assez succinct, mais bon. Exercice 3 sur 20 points. On est sur, ici, un exercice avec Pythagore, calcul de trigonométrie aussi dans les triangles, bien sûr, rectangle, exercice qui applique bien le cours, c'est intéressant, malgré tout. On continue avec l'exercice 4, c'est le plus long, on est sur un exercice qui mélange ici donc lecture de tableau, avec mise en forme et application de formules, ici A, B, C, et en partie 2, on traduit ça avec des fonctions affines, linéaires, constantes, donc un exercice qui résume bien le cours de collège sur le thème. Et on finira par un exercice Python. Donc il y a assez peu de justifications et assez peu de questions. Donc ça, rien d'original dans tout ça. Donc on démarre ce corriger. On est face à un QCM. À chaque fois, il y a 4 propositions, A, B, C ou D. Une seule est exacte. Et aucune justification n'est demandée. Bien sûr, moi je vais expliquer pour que vous puissiez répondre si ça ressemblait à ça. Donc on est parti avec une première question sur les nombres premiers. Question très simple, lequel de ces 4 nombres est premier? Il faut connaître bien sûr la définition d'un nombre premier. Il faut savoir qu'un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et par lui-même. Autrement dit, il possède exactement 2 diviseurs à 1 lui-même. Donc regardez, quand on prend 21, 21 c'est 3 fois 7. Donc ça veut dire que dans les diviseurs de 21, vous avez déjà 1, vous avez 21, mais vous avez aussi 3 et 7. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de diviseurs, donc 21 n'est pas un nombre premier. Ensuite, le 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il a un seul diviseur positif, c'est 1, donc vous pouvez l'enlever. Le plus petit des nombres premiers, c'est 2, on commence à 2, ensuite c'est 3. C'est bien de connaître le début de la liste, 3, 5, enfin 2, 3, 5, 7. Après, on passe à 11, etc. Alors, ici, 54, vous le connaissez, c'est dans l'étape de multiplication. C'est donc 9 fois 6. 54 égale 9 fois 6. Donc, il y a trop de diviseurs. Vous avez 1, vous avez 54, mais vous avez aussi 9, vous avez aussi 56, et il y en a d'autres. Donc, il n'y a pas 2 exactement. Ça élimine, il ne reste qu'un, c'est 37, effectivement. Si vous connaissez vos nombres premiers, 37 en fait partie. Donc, réponse C. Question 2, l'aire totale du patron d'un cube d'arrêt de 5 cm est égal à quoi? Donc un cube, vous connaissez, là c'est l'aire du patron. Alors le patron, c'est quand on déplie le cube. Vous avez tous déjà fait des patrons de cubes, ça donne... Alors, il y a plein de modèles différents, mais il y a le modèle ici, connu, une sorte de croix, d'accord? Avec ici 4 carrés qui sont verticales. Il faut de toute façon 6 carrés. Il y a 6 carrés qui font tous des carrés 5 par 5, d'accord? À chaque fois on a 5, 5. Et donc chacun fait 5 fois 5, 25 cm², parce que vous savez que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc ici, vous avez 25, 25, 25, 25, 25, 25. Vous avez donc 6 fois 25 cm². 6 fois 25, 4 fois 25, ça fait 100, donc ça fait 150 cm². On regarde, il y a effectivement une réponse qui correspond. C'est la réponse B. Donc pensez bien, le patron, il y a cette forme-là, il y a d'autres formes. Ça, c'est la forme la plus classique. Mais à chaque fois, vous aurez donc les 6 faces qui sont toutes des carrés 5 par 5, et donc qui font toutes 25 cm², on multiplie par 6. Question 3, une forme factorisée de 4x2 moins 9, et alors ce que je vous conseille, si vous ne connaissez pas vraiment directement la réponse, vous allez développer les propositions qu'on vous fait. Donc ici, on va faire 4x moins 3 fois 4x plus 3, et donc c'est de la double distributivité, donc on va faire 4x fois 4x, 4x fois 3, moins 3 fois 4x, moins 3 fois moins 3. Ça donne quoi? Regardez, 4x fois 4x, ça fait 4x fois 4x, ça fera 4 fois 4, 16x2.
Et déjà, ça va pas, parce que nous, des x2, vous voyez, il y en a 4, donc ça ne va pas, parce qu'après les autres termes, on aura donc 4 fois 3x, donc ça fera 12x, moins 3 fois 4x, moins 12x, et moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Donc on a ici trop de x carré, il y en a 16x carré, donc on fait bien attention, les 12 s'éliminaient bien, mais là on avait un problème, on avait trop de x carré, donc on peut éliminer la première. Donc si on a bien compris ce qui s'est passé, on a presque tout ce qu'il faut, on a bien le moins 9, les x ont disparu, donc il y a un petit problème au niveau du 4x. Donc c'est pour ça que la réponse B, regardez, 2x moins 3 fois 2x plus 3. Quand on va bien développer, on aura 2x fois 2x, mais 2x fois 2x, ça fait 2 fois 2, 4, ça fera 4x2, là c'est bon, c'est ce qu'on veut. Ensuite 2x fois 3, ça fera 6x, moins 3 fois 2x, moins 6x, moins 3 fois 3, moins 9, et regardez, les termes ici s'annulent, 2 fois 2, 4, il reste 4x carré, parce que x fois x, je vous rappelle que ça fait x carré, et on a 4x carré moins 9, donc la réponse B, elle est exacte, donc on n'a pas besoin de vérifier les autres. Alors 2x moins 3 au carré, ce qu'on appelle une identité remarquable, à moins b au carré. Si vous ne connaissez pas, eh bien, vous pouvez utiliser la double distributivité. La même chose, qu'est-ce qui va se passer? Contrairement au cas précédent, on aura 2x fois 2x, donc ça fera 4x2. 2 fois moins 3, ça fera moins 6x. Moins 3 fois 2, ça fera moins 6x. Moins 3 fois moins 3, ça fera plus 9. Donc vous voyez, on n'a pas du tout moins 9, on a plus 9. On a ici les x qui ne s'annulent pas, il m'en restera moins 12x. Et ici, on aura 4x2. Donc, ça ne marche pas non plus. De toute façon, on sait que c'est la réponse B. Et quand on développe la réponse D, on a un problème. Alors, c'est aussi une identité remarquable, tout comme la réponse A et la réponse B. On pourrait développer avec des formules, mais sinon, regardez, quand je fais 4x moins 9 fois 4x plus 9, on a 4 fois 4. Déjà, on a 16x2, ça ne va déjà pas. Mais après, on aura en plus moins 9 fois 9, ça fera moins 80, le carré de 9. Donc, vous voyez que ça ne va pas du tout. C'était donc la réponse B. Un écran de télé est au format 16 neuvième, 16 2.9, qui signifie que la longueur et la largeur sont dans le ratio 16, 9. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un ratio? Ça veut dire qu'ici, alors je vais essayer de faire quand même un rectangle correct. Donc, imaginez, ça c'est votre télé. Donc ici, ce qu'on appelle la longueur, et là, la largeur. Le ratio 16-9, eh bien, ça veut dire que ici, vous pouvez avoir un tableau de proportionnalité. Si vous avez longueur, largeur, ici vous mettez un 16 et ici un 9, et vous avez ici proportionnalité. Donc nous, on connaît la longueur, donc on connaît grand L. D'accord? Donc ici, grand L vaut 110. Donc on a ici un tableau de proportionnalité. On peut faire ce qu'on appelle recherche de la quatrième proportionnelle, règle du produit en croix, donc on a ici 110 fois 9, qui va être égal à 16 fois L. Un petit L, la largeur. Donc ici, il va falloir que je divise par 16. On a donc 100 fois 9 divisé par 16. Vous voyez qu'on trouve 61,875, donc L égale 61,875, qui est à peu près égal donc à 62 cm. Donc, encore une fois, on est content parce qu'il y a une réponse qui s'en approche et qui est exactement ici, 62. Donc, on peut continuer. Question 5, on est sur la médiane d'une série. Alors, la médiane, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur pour laquelle la moitié des élèves sont au-dessous ou égale et l'autre moitié au-dessus ou égale. Donc, quand une série a un nombre impair de données, c'est simple, c'est celle qui est au milieu. Là, vous avez 2 qui seront avant, 2 qui seront après. Donc il faut mettre tout ça dans l'ordre. Donc on regarde la plus petite, donc 3,4. Ensuite la deuxième 3,67. La troisième 4,1. Ensuite 4,23. Et 4,5. Donc vous voyez qu'ici on a 5 données. Ça c'est les deux plus petites. Les deux plus petites valeurs. Ensuite ici les deux plus grandes. Vous voyez que comme on a un nombre impair, eh bien, il y a une note qui est toute seule au milieu. Eh bien, ça s'appelle la médiane. Et donc ici, médiane, notée MED, donc 4,1, c'est la réponse B. On a terminé ce petit QCM, voilà. Voici un assemblage de 4 cubes identiques. Donc vous voyez bien les 4 cubes représentés en perspective cavalière. Donc perspective cavalière, juste,
c'est des perspectives dans lesquelles les phases de devant sont des translations des phases de derrière. C'est-à-dire qu'il y a la même R sur les phases de devant et derrière. Il n'y a pas de point de fuite. Donc on a ici la face avant. Affirmation 1, la vue de droite est représentée par le dessin ci-dessous. Voilà, et ça n'est pas à l'échelle, donc on verrait que 2 carrés. Alors la vue de droite, elle est par où? Vous avez bien compris, il y a la vue de dessous, la vue de dessus, la vue de derrière, la vue de devant, et la vue de droite, c'est quand on se met à droite de l'objet, c'est par ici. Donc qu'est-ce qu'on voit quand on regarde par là? Alors c'est assez évident. Vous voyez bien sûr ce cube, vous voyez celui-ci, donc c'est ces deux-là, je pense qu'on voit, mais par contre, vous voyez quand même celui-ci. Ce carré, vous le voyez ici, quand on voit le cube par cette face-là, donc ici, il aurait fallu représenter un autre carré ici, et donc l'affirmation 1, elle est fausse. Et c'est... Alors il faut justifier, donc comment justifier sur sa copie? Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui au brevet des collèges, sujet Asie, 18 juin 2024, on se prépare bien sûr pour les épreuves qui arrivent en métropole. Exercice 2, on est sur 18 points, il y a 3 affirmations. Alors déjà, quelqu'un a dû oublier de relire le texte, parce qu'on vous dit voici 4 affirmations, mais il n'y en a que 3. Donc ça manque un petit peu de sérieux tout ça, mais bon, on va faire avec. Donc première affirmation, on va mettre ça en gros plan pour que vous puissiez bien voir. Eh bien, vous mettez faux, on verrait 3 carrés comme ceci, vous faites un petit dessin et ça suffira. Deuxième, donc affirmation, on considère le schéma ci-dessous, qui n'est encore pas à l'échelle, décidément. C'est pour pas que vous puissiez mesurer ou vérifier un quelconque parallélisme. Donc ici, vous avez des points, donc O, N, S, ils sont alignés, semble-t-il. S, U, D, donc les points semblent alignés. Vous avez quelques longueurs, vous avez un point E qui est sur l'intersection de la droite OU et de la droite ND. Et donc on vous parle de quoi? Des droites. Donc on vous dit que les droites NU et OD sont parallèles. Vrai ou faux? Donc je vais quand même les représenter. Alors ici, vous avez NU qui est par là, voilà. Et donc ici, OD. Donc là, on est vraiment dans du Thalès. Vous avez des longueurs, on a ON qui fait 6, donc je vais marquer 6. SU, c'est ici, ça fait 5. Et UD, c'est ici, ça fait donc 6. Alors vous avez en plus un angle droit ici, attention, qui est matérialisé, donc vous pouvez l'utiliser. Donc avec un angle droit, parfois, vous pouvez calculer des longueurs. Grâce à Pythagore, on ne sait jamais. Alors une petite remarque, ici on a 6, on peut en déduire la longueur NS, puisque N est au milieu de OS. Donc ça on va l'écrire, ça nous permettra d'avoir la longueur donc NS. C'est-à-dire que N est au milieu de SO, et U n'est pas au milieu de SD. Donc je vous le dis, il y a un théorème qui s'appelle le théorème du milieu, qui parle de ça justement, quand on a les deux milieux, eh bien les droites sont parallèles. Et si les droites sont parallèles, c'est que si l'un des points est au milieu, l'autre sera aussi, vous voyez. Mais ça n'est pas au programme de collège. Donc ici, on va utiliser la contraposée du théorème donc, de Thalès. Alors pour ça, les conditions habituelles du théorème d'application, du théorème de Thalès, donc déjà, on va dire que N appartient donc à la droite OS, il est au milieu. U appartient à la droite SD, donc les points sont alignés, ça c'est important. Ensuite, les rapports. Déjà, on sait que N, alors NS est égal à 6, parce que N, c'est le milieu donc, du segment OS, d'accord? Donc maintenant, on va faire des rapports. Alors il faut, on est ici, donc c'est le point N qui sert vraiment, le point S, pardon, donc on a SNO aligné, SUD aligné. On va faire donc un petit côté, donc ici, vous voyez, on va faire petit SN sur SO. Donc SN, on vient de calculer, ça fait 6. SO, c'est le double, ça fait 12. On calcule à côté SU sur SD. SU vaut 5, SD vaut SU plus UD, 5 plus 6, 11. On en déduit, parce que 6 sur 12, ça fait 1,5. 5 sur 11, c'est différent de 1,5. Donc, contraposé du théorème de Thalès, eh bien, Sn sur SO est différent de SU sur SD. Donc, forcément, les droites NU et OD ne sont pas parallèles.
L'affirmation 2 est donc fausse. Et pour la rédaction au début, vous n'êtes pas obligé de dire N appartient à la droiteuse, vous pouvez dire SNO aligné, SUD aligné, ça suffit. Hein. Très bien comme rédaction aussi. On considère deux expériences aléatoires. Dans la première expérience aléatoire, on tire une boule dans une urne opaque et on annonce sa couleur. Dans l'urne, il y a 4 boules rouges, 6 boules bleues. Donc je vais faire un petit dessin quand même. Donc ça, c'est mon urne. Il n'y a pas d'urne dans la deuxième, donc juste, on a donc 4 boules rouges, 1, 2, 3 et 4, et 6 boules bleues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, ça matérialise bien. Bien sûr, indiscernable au toucher, on choisit au hasard. Dans la seconde expérience, on jette un dé non truqué. Donc ça, c'est simple, vous avez tous déjà travaillé avec des dés. Donc vous avez un dé à 6 faces. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et chaque face a une probabilité de tomber de 1/6, puisque le dé, très important, est non truqué. D'accord? Donc les boules, on a toutes les boules qui ont la même chance d'être choisies, parce qu'on a une urne opaque, on ne peut pas tricher, et elles sont indiscernables. Donc quand on pioche, eh bien, c'est vraiment au hasard. La probabilité d'obtenir une boule bleue dans l'urne est supérieure à la probabilité d'obtenir un nombre pair. Alors, probabilité de l'événement boule bleue. Donc on met des petits guillemets quand on fait un événement. Donc chaque boule a la même probabilité d'être tirée. On a 6 boules bleues sur un total de 10 boules. On a donc 6 sur 10. Ça fait 0,6. D'accord ? Ensuite, la probabilité d'avoir un nombre pair. Alors des nombres pairs, ça veut dire que vous avez fait soit 2, soit 4, soit 6. D'accord ? Donc on a 3 issues parmi les 6 qui sont toutes équiparables. 3 sur 6, ça fait 0,5. Effectivement, 0,6 est bien plus grand que 0,5. Donc la probabilité d'obtenir une boule bleue, elle est supérieure à la probabilité d'obtenir un nombre pair avec le dé. Donc cette affirmation, elle est bien vraie. On a terminé cet exercice 2. 3 élèves construisent chacun en vraie grandeur une même figure, puis la découpent. Donc on a ici 3 fois la même figure. On a une représentation plus précise à droite. Ils obtiennent ainsi à eux 3 pièces identiques comme les 3 que vous voyez là. Le schéma ci-dessous représente la pièce construite. Alors ci-dessous, c'est que je l'ai mis à droite, hein. C'est celui-ci. Représente la pièce construite par chaque élève avec les indications suivantes. Donc ça c'est important. On va pouvoir s'en servir dans l'exercice. Donc les droites AB et CG sont perpendiculaires. ABCG, donc cet angle droit il est matérialisé, c'est bon. Donc on ne l'oubliera pas, il est déjà représenté. ACB sont alignés, donc ça c'est très bien. L'arc de cercle qui relie le point A au point B, donc cet arc ici, hein, a pour centre le point G. Donc G c'est le centre d'un cercle, d'accord, dont l'arc AB est représenté. AC égale CB. Donc, vu que AC et B sont alignés, ça veut dire que C est au milieu du segment AB. La longueur CG est donnée, 10 cm. La longueur BG est donnée, 20 cm. Donc, on connaît ici BC et on connaît ici BG. Donc, vous voyez qu'on a un triangle rectangle, on a deux côtés. Donc là, il y a un théorème de Pythagore qui va arriver très vite. Donc, première question, justement, on y est. Démontrer que la longueur BC mesure environ 17,3 cm. Première question, démontrer que la longueur BC mesure environ 17,3 cm. Alors, ici, on a la longueur, donc ici, CG qu'on connaît, c'est 10. On connaît GB, c'est donné égal à 20. On a un triangle ici rectangle, donc si je veux BC, eh bien, il faut que j'utilise le théorème de Pythagore dans le triangle BCG rectangle en C. Donc, on applique le théorème de Pythagore. On écrit tout, hein, sans se tromper d'orthographe. PYTH. Donc on l'applique dans le triangle. Donc CGB rectangle. On précise toujours où il est rectangle, très important. En C, on a donc... Alors moi je veux BC carré, donc je vais commencer par BC carré, plus le carré donc de CG, CG carré, ça va être égal à l'hypoténuse au carré, BG carré. Donc BC carré, c'est ce que je cherche, va être égal à BG carré moins CG carré. J'enlève CG carré des deux côtés. Donc on calcule rapidement, BG carré, ça fait 20 au carré moins CG 10 au carré. Donc on a BC carré qui vaut 400 moins 100. Donc, BC carré qui vaut 300.
on prend la racine carrée, BC est un nombre positif, donc BC égale racine de 300, ça c'est la valeur exacte. On prend la calculatrice, qui donne donc ici racine de 300, voilà. Ça fait 10 racine de 3, mais ça fait surtout à peu près 17,32. Donc c'est vrai que c'est 17,3 cm environ. Donc pour les calculs suivants, on va regarder quand même racine de 300, parce que c'est la valeur exacte. Hein. C'est à peu près 17,3. Donc ça c'est BC. Maintenant, on vous demande l'aire du triangle BAG. Alors BAG, je vais faire une représentation. Hein. Donc vous avez ici A. Au milieu, on trouve C. Et ici, on trouve B. Vous avez cette figure qui est comme ceci. D'accord? Et avec un angle droit. Alors première chose, déjà, la longueur AB est égale à 2 fois BC. Parce que c'est au milieu de AB. Donc 2 fois racine de 300. On va regarder des valeurs exactes. Ça restera plus précis. Donc maintenant, ici on a CG. CG, la droite est perpendiculaire à la droite AB. C appartient au côté, donc AB. Ça veut dire qu'ici, hein, eh bien, ça c'est la hauteur correspondant à la base AB. Donc, on peut écrire la hauteur correspondant à la base, donc AB, et en fait, on peut apprendre un segment, et de longueur, on va plutôt mettre une longueur, et de longueur CG. Donc, si on met l'aire du triangle BAG, ça sera la base AB fois la hauteur correspondante qui est de longueur CG divisée par 2. Alors AB, on a dit, c'est 2 racines de 300 fois CG qui vaut 10 divisé par 2. On peut, vous voyez, simplifier par 2. Il va rester 10 fois racine de 300. On prend la calculatrice. On a déjà racine de 300. Je fais fois 10. J'obtiens 173,2. Donc, à peu près 173,2. On doit arrondir à l'unité. Donc, je vais mettre à peu près à 173. C'est important de bien lire les questions, surtout quand on vous demande d'arrondir. Et on n'oublie pas qu'on est en train de calculer, bien sûr, une aire. Donc, ça sera des centimètres carrés, parce qu'on a multiplié des centimètres par des centimètres. D'ailleurs, une petite remarque pour ceux qui n'auront pas pris racine de 300 et qui auront pris 17,3, la réponse sera acceptée, puisque précédemment, on a dit que ça mesure environ 17,3. Donc, l'aire de BAG, si vous avez fait 17,3 fois 10, vous voyez bien qu'on trouve aussi 173, donc les deux résultats seront acceptés. Montrez que l'angle CGB mesure exactement 60. Alors, il est où cet angle CGB? CGB, il est ici. Donc, regardez, il faut tout de suite le localiser. Donc, ça, c'est l'angle qui m'intéresse. Alors, pourquoi cet angle ferait exactement 60? On a les longueurs des trois côtés. Donc là, on va faire de la trigonométrie. La trigonométrie au collège, ça se fait dans les triangles rectangles. Et ça tombe bien, parce que donc CGB est rectangle en C. On l'a déjà dit, mais on va le réutiliser encore. On a 10, on a ici 20. On va prendre racine de 300. Certains ont pris 17,3. Je pense que ça passera encore. Alors, les formules, rappelez-vous, SOHCAHTOA. On veut donc cet angle-là. Alors, vous avez vraiment le choix. Tout est possible. Si vous faites SO, donc SOH, vous allez utiliser le sinus. Le sinus de CGB, c'est donc côté opposé le haut sur l'hypoténuse. Opposé sur hypoténuse. Donc opposé, c'est racine de 300 sur l'hypoténuse qui fait 20. On prend la machine. Je vais faire en direct avec vous. Donc ici, je supprime ce qui a déjà été fait. Je calcule donc racine de 300. Donc, et je divise par 20. Voilà. Maintenant, je vais sur ta touche. Donc ça, c'est sinus. Donc arc sinus. Arc sinus de réponse précédente. Et j'obtiens, vous voyez, 60. Donc ici, on met donc CGB égale arc sinus de racine de 300 sur 20 égale à 60 degrés. Ça, c'est pour ceux qui ont fait le saut pour faire du sinus. Si vous prenez le saut K, donc après, il y a K. C-A-H.
J'ai déjà fait, hein, pour ceux qui vont prendre le KCAH, c'est donc le cosinus qui vaut l'adjacent sur l'hypoténuse, donc 10 sur 20, qui vaut 1,5. Je prends la calculatrice, arc cosinus 1,5, ça fait 60. Je vous laisse vérifier. Pour le dernier, ceux qui ont pris le SOCA TOA, le TOA c'est tangente CGB qui sera l'opposé sur l'adjacent, c'est-à-dire ici, vous voyez quand j'ai l'angle ici, l'opposé c'est racine de 300, l'adjacent c'est l'autre, pas l'hypoténuse c'est l'autre, c'est 10, donc racine de 300 sur 10. D'accord, hein. Je vais peut-être plus vous le dire, quand je prends cet angle-là, en face j'ai l'opposé, l'hypoténuse est ici, donc le troisième s'appelle l'adjacent. Donc ici, vous voyez, je prends arc tangente de racine de 300 sur 10 et ça donne bien 60 degrés. Pour ceux qui ne me croient pas, voilà l'arc cosinus de 0,5 qui fait bien 60. Et pour l'arc tangente, donc c'est racine, alors j'ai un quotient, racine 300 divisé par 10. Et elle doit me répondre encore une fois 60, c'est parfait. En déduire la mesure de l'angle, donc AGB. Alors nous, on a calculé ici CGB. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez aller chercher ici l'angle déjà CBG. Vous pouvez remarquer que le triangle AGB, il est isocèle. Ça, c'est pas évident parce qu'on a peut-être oublié quelque chose. C'est ce que je viens de surligner en bleu. AGB est isocèle en G, car, effectivement, GA égale GB. En effet, je rappelle que, eh bien, A et B sont sur un cercle de centre G, sur un même cercle, puisqu'on a un arc de cercle. Donc vous avez un triangle isocèle, d'accord, en G. Donc ça veut dire que l'angle, donc je vais commencer par G, GAC, il est égal à l'angle GBC. Je vais vous les montrer ici sur la figure. On a donc celui-ci qui est égal à celui-ci. Or, GBC, on peut l'avoir facilement. On est dans le triangle BCG, il y a les trois angles qui font, la somme fait donc 180. Et vous avez donc, il faudra enlever l'angle droit, et il faudra enlever BGC ou CGB. Ça veut dire qu'on a 180, moins 90, moins les 60 qu'on vient de trouver, ce qui fait 30 degrés. Donc les deux ici font 30 degrés. Ça veut dire que dans donc, le triangle AGB, eh bien AGB vaut donc 180 moins bien les deux BAG, GAC et GBC. C'est les deux que je viens de calculer, moins 30, moins 30. Ça fait 180 moins 60, ça fait 120 degrés. C'est une façon de faire, vous voyez. Je suis passé par donc les deux autres angles du triangle isocèle, et donc grâce à eux, 30, 30, 60, il me reste en fait 120 pour le dernier. On aurait pu aussi utiliser une bisectrice. Effectivement, la droite, ici CG, puisque c'est un triangle isocèle, eh bien CG est hauteur, médiatrice, médiane, et quatrième important, bisectrice du triangle, donc AGB. D'accord? Et comme c'est une bisectrice, elle coupe donc les angles en deux exactement. Ça veut dire que nous, on a calculé qu'ici, on avait, pardon, je me rappelle, 60. Et donc, l'autre côté fait aussi 60. Donc, ça veut dire que vous aurez 120. Ça veut dire que AGB est donc égal à 2 fois CGB égale donc 2 fois 30, 2 fois 60 égale 120 degrés. Quatrième question, les trois élèves pensent qu'ils peuvent former un disque complet avec leurs trois pièces. Expliquez pourquoi ils ont raison. Alors, ils ont des secteurs angulaires. D'accord? On a vu qu'à chaque fois, on avait 120. Donc, il y a trois secteurs angulaires de 120 qui vont s'ajouter. Effectivement, 3 fois 120, ça fait bien 160 degrés. Donc, c'est parfait. On pourrait donc écrire, ils ont chacun un secteur angulaire de 120 degrés d'un cercle de rayon, donc 20 cm. Donc, comme 3 fois 120, c'est 360, ils peuvent former un disque complet de rayon 20 cm. En déduire l'aire de la pièce obtenue par chacun des élèves. On donnera une valeur arrondie à l'unité, donc on va d'abord calculer l'aire d'un disque, hein, puisque à 3, il forme un disque de rayon 20 cm. Donc, aire d'un disque, c'est pi r carré, pi fois 20 au carré. D'accord? Donc ça fait 400
pi, donc calculatrice, 400 multiplié par pi, ce qui me donne ici, donc, 1256,64 à peu près. On divise par 3, puisque chacun la même pièce. Et donc, il va vous rester ici 418,88. Donc, on arrondit à l'unité 419 cm². Donc, chacun a 400 pi sur 3, soit à peu près 419 cm². On a terminé cet exercice, assez intéressant. On lit le texte. Donc, des amis habitent Strasbourg et préparent leurs vacances. Cette année, ils ont décidé de partir découvrir une grande ville française pendant une semaine. Pour s'y rendre, ils louent une voiture. Voilà. Et donc, vous avez une agence de location qui propose 3 formules. Donc, une formule A avec 50 centimes pour chaque kilomètre. Une formule B, un forfait de 300 € et 25 centimes par kilomètre. Et une formule C, un fixe à 900 €. Vous avez ici les distances entre les villes françaises. Et donc, première partie, on va étudier un petit peu ces données. Donc, les amis souhaitent se rendre à Marseille. Donc, je rappelle qu'on part de Strasbourg. D'accord ? Donc, c'est la dernière ligne qui va nous intéresser. Et les amis souhaitent se rendre à Marseille. Donc, Marseille, c'est ici. Donc, l'intersection des deux vous donne 803 km. Comme c'est un aller-retour, d'accord ? Eh bien, il faut donc 2 fois 803 km, soit 1000, donc 606 km, aller-retour. Deuxième question. En choisissant la formule B, montrez que la location de voiture coûtera 701,50. Donc, ici, on va regarder que la formule B, d'accord ? Et on doit faire 1606 km. Donc, on a un forfait fixe, donc location. Alors, il y a le forfait fixe, qui est donc 300 €. Et ensuite, le prix pour les 1606 km, c'est donc 1606 fois 0,25 €, qui donne 401,5. Quand on multiplie par 0,25, ça divise par 4. Donc, ici, le coût B, ça sera donc 300 plus 401,50, donc 701,50 €. Donc, question 1 et 2, ouais, c'est vraiment la lecture de texte et l'utilisation de la formule B. Maintenant, la question 3, quelle est la formule la plus avantageuse? Donc, on va calculer pour la formule A. On a 50 centimes par kilomètre, donc c'est 1606 fois 0,50. Ça veut dire qu'on multiplie par 0,5, ça divise par 2, donc ça fait 803 €. Donc, pour la formule, donc C, c'est 900 €. Et on avait dit que pour la formule B, c'est 701,50. Donc, ici, quelle est la formule la plus avantageuse? C'est la formule B. Avec uniquement 701,50 €. Question 4. Donc, vous avez des informations. Alors, on va calculer en fait le coût total, sachant qu'il y a un budget de 1000 €. Le budget leur sera-t-il suffisant? Alors, vous avez donc à payer la location. Donc, le prix total de ce aller-retour. Il y a donc la location qui est à 701,50, plus le prix de l'essence, donc plus gasoil, plus les péages. Et on vous donne justement toutes les informations. On vous donne le prix donc du gasoil, la consommation de la voiture pour 100 km et le coût total des péages. Donc, ça veut dire que dans votre prix total, il va falloir la location, on a donc 701,50 €, le péage 115,80. Il faut donc calculer le prix que nous coûtait donc le gasoil. Alors, d'abord, on va calculer le volume d'essence nécessaire. Volume d'essence ou volume de donc alors, vous avez 5,6 pour 100 km. Donc, on fait un petit tableau de proportionnalité. 5,6 litres pour 100 km. Donc, nous, on veut savoir pour 1606. Donc, le volume ici de gasoil, eh bien, ça sera donc produit en croix. 5,6 fois 1606 divisé par 100. D'accord ? On peut aussi le faire directement en divisant 1606 par 100 et en multipliant. On fait 1606 divisé par 100.
et vous multipliez par 5,6, ça revient au même. À la calculatrice, vous voyez que ça donne 89,936. 89,936 litres. D'accord? Donc maintenant, le prix du gazole, on a donc 89,936 fois 1,87. On tombe sur 168,18, etc. Donc on va arrondir à 168,18 euros. Donc, ça veut dire que là, il faut rajouter aux 168,18. On fait la somme des 3. On trouve, vous voyez, 985,48. 985,48 euros. Le budget est de 1000 euros. Ça, c'est inférieur à 1000 euros. Donc, on fait la conclusion. Le budget est suffisant. On passe maintenant à la partie B avec ici, vous voyez, tracé de courbes de fonctions. On va étudier chaque formule une par une. Formule A, formule B, formule C. Donc, question 5, soit X, le nombre de kilomètres parcourus, exprimé en fonction d'X, le prix payé pour chaque formule. Alors, nous, on vient de faire pour 1606. Là, on va faire un cas général. Donc, ici, pour X kilomètres. Alors, formule A. Donc, le prix, alors on va appeler ça PA. Donc, vous payez 50 centimes par kilomètre. Donc, c'est 0,50 ou 0,5 fois X. Donc, on peut écrire 0,5 X. Ensuite, formule B. On va appeler ça pour l'instant PB. Donc, on fait 300 euros fixe. 300 plus 25 centimes par kilomètre. Donc, on multiplie X par 0,25. On met en général 0,25 et X d'abord. Voilà, plus 300. Vous avez donc ici, pour l'instant, ceci, on reconnaît l'expression d'une fonction linéaire. C'est-à-dire que vous avez AX, il n'y a pas de plus B. Ici, fonction affine, AX plus B. On va en reparler dans le tracé. Pour la formule C, on va appeler ça PC, eh bien, vous avez un prix constant qui est de 900. Donc ça, c'est une fonction qu'on appelle une fonction constante. Vous avez vraiment 3 types de fonctions très importantes. Fonctions constantes. Donc linéaire, affine, constante. On va regarder, ça fait 3 courbes bien différentes. Et donc, ça va permettre de faire un bilan sur le cours. Alors, le plus important, on va dire, c'est peut-être les fonctions linéaires, parce qu'elles sont associées à des situations de proportionnalité. Donc, on sait que la formule A, elle correspond à une fonction linéaire. Autrement dit, si vous prenez la valeur en 0, ça vaut 0. Si vous avez jeté 0 objet, proportionnellement, vous allez payer 0. Et donc ici, eh bien, ça correspond à des droites qui passent par l'origine. Donc c'est le cas de la courbe 3. Ça, c'est donc la situation qui correspond à la formule A. On est dans une situation de proportionnalité, fonction linéaire. Donc la courbe est une droite passant par l'origine. Vous voyez bien, important, cette droite ici, elle passe par l'origine. Ensuite, on peut faire la C, parce que la C, c'est une fonction constante. C'est toujours égal à 900. Donc la droite est une droite horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. Donc ici, regardez, c'est la courbe 1. Et là, c'est certainement donc 200, 400, 600, 800. Ici, en fait, c'est 900. Et donc, ça, c'est la formule C, toujours égale à 900. Donc, formule A, formule C. Il me reste la courbe 2, qui est forcément celle de la formule B, qui correspond à une fonction affine qui n'est pas linéaire. La courbe ne passe pas par origine. En 0, d'ailleurs, on va quand même repérer des éléments caractéristiques. On a une fonction affine qui est non linéaire. Si on regarde la valeur en 0, ça fait 300. Si vous ne roulez pas, vous paierez quand même le forfait de 300. Et ça, on le voit sur la courbe parce que quand on regarde au niveau de l'origine, ici, eh bien, la courbe passe par ce point qui a pour ordonnée 300. Ensuite, on a une courbe qui est une droite qui va monter quand on va de gauche à droite, parce que la pente est de 0,25, qu'on appelle le coefficient directeur. Donc, formule B, c'est la courbe 2. Maintenant, on vous demande de résoudre une équation. Donc, pour résoudre une équation, ici, on va mettre tous les x du même côté. Donc, j'enlève des deux côtés. Donc, moins 0,5x. Donc, ce qu'on peut faire, on va y aller doucement. On a donc ceci, plus 300.
Hein, ici, je vais réécrire ceci. On va donc enlever des deux côtés moins 0,5x, qui fait que à droite, vous voyez qu'il restera 0. À gauche, 0,25x moins 0,5x, on va devoir les ajouter. Donc 0,25 moins 0,5. Alors 0,5 c'est 0,50. Hein. Donc quand vous faites 25 moins 50, ça fait moins 25. Donc ça fait moins 0,25x plus 300. Et on va enlever en même temps 300 des deux côtés. De façon à ce que le 300 ici disparaisse. Il me reste moins 0,25x égale à moins 300, vous voyez. Et maintenant, on va diviser des deux côtés par moins 0,25. C'est une égalité, on a tout à fait le droit de diviser. Et ça donne donc ceci. À gauche, eh bien, les 0,25 vont se simplifier. Les moins aussi, il me reste x égale à donc moins 300 sur moins 0,25. Quand on divise par 0,25, ça revient multiplié par 4. Donc, vous pouvez prendre votre machine, ça fera 1200. Interprétons. Alors, ici, vous reconnaissez l'expression de la formule. Ici, B, et là, la formule A. Donc, quand on résout cette équation, en fait, on trouve l'abscisse du point d'intersection des deux. C'est-à-dire ici, hein, eh bien, regardez, où est-ce que ça se coupe? Ça se coupe ici pour x égale 1200, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Donc, ça veut dire que là, on vient de trouver quand est-ce que les formules donc A et B nous coûtent la même chose. Donc les formules A et B sont équivalentes, coûtent la même chose pour 1200 km parcourus. Si la distance parcourue est de 2500, quelle formule doit-on choisir pour payer le moins cher? Ne pas justifier. Alors, il y a deux façons. Soit vous utilisez la représentation graphique, soit vous utilisez les formules. De toute façon, il ne fallait pas justifier. Mais nous, on va faire les deux. Donc graphiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on va se placer déjà sur x égale 2500. D'accord? Donc, je place 2500, 1200, 1004, 1006, 1008, 2000, 2002, 2004, 2005, c'est ici. Donc, verticalement, je vais changer de couleur. Ça donne ceci. Voilà, vous arrivez donc à la moitié. Et donc ici, eh bien, pour la courbe 1, on obtient 900. Pour la courbe 2, un petit peu plus. Vous voyez, 925, 950, on verra. Et pour la courbe formula, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. On est au-delà de 900, 1000, 1200, au-delà de 1200. Donc ça veut dire que graphiquement, on va prendre la courbe qui est la plus basse, qui a l'abscisse la plus ordonnée, plutôt la plus basse, quand vous êtes à x égale 2500. Donc ça correspond à la formule, vous voyez la formule, donc C, avec 900 €. Alors par le calcul, avec les expressions donc qu'on a trouvées tout à l'heure. Alors pour la formule A, je calcule pour 2500. Donc j'avais, rappelez-vous, 0,5 fois x, donc 2500 que vous multipliez par 0,50, donc ça veut dire qu'on divise par 2, ça coûte 1250 €. Donc c'est normal que la formule A soit très haute. Pour la formule B, donc pour 2500, on a le forfait donc de 300, plus 2500 fois 0,25. Quand on multiplie par 0,25, on divise par 4. Donc je divise d'abord par 2, 1250 par 2, 625. Donc j'obtiens 300 plus 625, 925 €. Vous voyez, on était juste au-dessus de 900. Et pour P2C, on avait vu que c'était toujours 900. Donc effectivement, le plus avantageux, c'est bien la formule C, que vous soyez sur le graphique ou sur le calcul. Question 9. Donnez donc une distance pour laquelle la formule A est plus intéressante. La formule est plus intéressante si en vous plaçant, vous allez rencontrer la courbe A, donc la courbe de la fonction ici linéaire. La première, donc vous voyez que c'est pour des valeurs assez petites. Si on prend par exemple ici, je prends au hasard, pour 600, et quand on cherche les prix, eh bien on rencontre en premier la formule A, ensuite la formule, vous voyez, ici B, et après la formule C. Donc on peut indiquer par exemple pour 600 km. Hein, vous pouvez donner n'importe quel nombre déjà, vous voyez, le plus bas, entre 0 et 1200. Hein, vous pouvez donner des x, donc entre 0 et 1200, strictement, hein, vous serez sur une formule A la plus rentable. Pour 1200, eh bien, vous voyez comme ça se coupe, la formule A et la formule B sont aussi rentables l'une que l'autre. Et maintenant, on généralise. Donc, quelle est la plus intéressante? Alors, on regarde. On vient de remarquer que quand on est entre 0, vous voyez, et 1200, eh bien, c'est la formule A qu'il faut choisir, parce que la courbe ici, qui est la plus intéressante, eh bien, c'est celle qui est, donc, celle-ci, que vous rencontrez en premier. Donc, déjà, on va écrire entre 0 et 1200 km, il faut prendre la formule A. Pour 1200, d'ailleurs, on peut prendre
pour 1002, on a vu que pour 1200 km, on peut prendre A ou B. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Donc, ici, sur cette zone, c'est la formule donc B qui est la mieux. Donc de 1200 jusqu'à l'intersection, c'est-à-dire ici, voilà, oui, là où les deux se coupent, hein, ici, eh bien, il faut prendre la formule ici, donc B. Et donc, ça va de 1200 jusqu'à ici, qui est 2400. Et on l'écrit. Alors, on peut quand même le justifier parce que on n'a pas encore vérifié que ça se coupait bien en 1200. Donc, je vais regarder. Alors, quand est-ce que la formule B, donc, ici, on peut faire 300 plus 0,25x égale 900. Quand est-ce que les deux se coupent? Donc, on résout, ça va assez vite. On enlève 300 des deux côtés. 0,25x égale 600. Donc, on divise par 0,25. Vous trouvez 600 divisé par 0,25, ça fait 2400. Donc effectivement, entre 1200 et 2400, c'est la formule B, sachant que pour 1200, on peut prendre A et B. Et maintenant, pour 2400, on peut prendre B ou C. Il n'y a pas de problème, les deux donnent le même nombre, c'est-à-dire 900 €. Et donc, entre 2400 et 2600, c'est ce que le graphique nous indique, on s'arrête à 2600, et bien là, vous allez être ici, dans cette zone, où la courbe la plus haute, c'est celle-ci, d'accord? Donc, je vais peut-être mettre de la couleur pour la deuxième. Ici, hein, il faut aller chercher, donc, la deuxième. Voilà. Et ensuite, pour finir, il faut être sur une petite partie. Alors, j'ai pas coché la bonne zone ici, c'est pas ça qui m'intéresse, ça c'est le plus cher. Vous, ici, ça va être là. Donc, je vais repasser en noir que vous voyez bien, ou en bleu. Donc, vous devez être sur cette partie-là. Une fois que vous arrivez à 1200, vous changez de courbe, vous êtes sur la formule B. Et une fois que vous arrivez ici, vous êtes sur la formule C. Vous voyez qu'on est à chaque fois sur la courbe la plus basse. Donc ici, formule C. Et on a terminé cet exercice qui est plutôt intéressant. On rappelle, très important, l'orientation, quand on dit s'orienter à 90, c'est qu'on est ici vers la droite. Vous avez un script principal et un motif. Ce motif va être utilisé dans tous les scripts de l'exercice. D'accord? Donc ce script principal, vous allez vous rendez à un endroit précis donc sur le dessin. On se rend vers la droite. On met le variable côté à 80 et on exécute le motif. Donc c'est le motif qu'il va falloir un petit peu regarder. Et donc on va répondre aux questions. Mais tout d'abord, regardez ce que ça donne sur Scratch. Ça donne ceci avec les jolies couleurs. Et donc j'ai exécuté. On a deux triangles. Alors la première question, à quelles coordonnées le lutin se positionne-t-il juste après avoir cliqué sur le drapeau vert? Donc quand on clique sur le drapeau vert, donc on exécute cette ligne qui est ici, d'accord? Donc on va aller moins 100 et 0. Donc on se déplace sur les coordonnées, donc très simple, il suffit de lire. Donc moins 100 et 0. Donc abscisse, moins 100, ordonnée 0. Maintenant, on vous dit, en prenant 1 cm pour 20 pas, représentez un petit peu ce qui se passe sur l'écran. Donc, on part sur le drapeau. Donc, on va à moins 100. Donc, je vais me placer ici. Voilà, donc c'est votre lutin. Il est là au début. Il va aller au début vers la droite. Donc, la variable côté vaut 80. Donc, je vais stocker ça ici. Côté égale 80. Donc, 80 pas. Donc, 80 pas, ça fait 4 cm. Dessiner en vraie grandeur la figure obtenue. Donc, je suis sur motif. Ici, stylo en position d'écriture. Répété 3 fois. Donc, j'avance de 4 cm. Alors, je vais faire mon dessin ici, comme ça je serai sûr que ça rentre. Donc, imaginez qu'on démarre d'ici. On avance donc vers la droite de 4 cm. 1, 2, 3, 4. Très important, 4 cm. Quand on est ici, on nous dit tourner de 120 degrés. Vous voyez, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, on est vers la droite. Donc, je vais mettre l'orientation en jaune. Donc, à ce moment-là, on est ici. On va tourner de 120. Alors, 120 degrés. C'est un petit peu plus, ouais, ça fait un angle comme ceci. D'accord? Et ici, vous devez avoir 120 degrés. Donc, on va aller par là. Pendant 4 cm, 120 degrés, eh bien, ça veut dire qu'ici, à l'intérieur, il va vous rester 60. D'accord? Donc, je vais aller ici, 4 cm. Et quand je suis au bout, donc je suis par là, et je vais encore tourner de 120 degrés. C'est-à-dire, je vais repartir par ici. Et j'aurai encore un angle de 60 degrés. Donc, je vais former quoi? Eh bien, un triangle.
ici, dont les trois côtés font 4 cm, avec des angles à chaque fois de 60, 60, 60, donc c'est un triangle équilatéral. Et je suis revenu au même endroit que le point de départ. Et maintenant, je vais représenter, il y a encore 3 fois, je vais refaire 3 fois une répétition, donc j'avance encore de côté, donc je me retrouve au même endroit. Par contre, j'ai refait la même chose, parce que à ce moment-là, eh bien, je suis donc tourné de 120 degrés. Donc ici, quand je suis arrivé au bout, il n'est pas expliqué ça, quand je suis arrivé au bout ici, je tourne encore de 120, donc je suis revenu en fait dans la direction du départ. Donc je suis encore vers la droite. Là, je refais, donc ici, avancer de côté, donc j'avance de 4, je suis ici, mais par contre, je vais tourner maintenant, et vous voyez ce qui a changé, qu'il faut bien remarquer, hein, c'est que là, je tournais comme ceci, là, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire qu'ici, mon orientation, je vais la mettre en vert cette fois-ci, je vais tourner de 120 par là. Et donc je vais aller comme ceci. D'accord? Et donc je vais faire un triangle avec 60 degrés encore ici, hein, avec 4 cm. Quand je suis au bout, bien, je suis pour l'instant dans cette direction. Je tourne de 120, donc je vais me retrouver comme ceci à peu près. Et vous voyez qu'on va reformer un autre triangle, mais dessous. Donc j'ai deux triangles équilatéraux, l'un sous l'autre. Et vous voyez, ça donne ceci. Donc je vous remontre. Voilà. La question suivante, on modifie le script principal de 3 façons. Donc vous avez 3 scripts et vous avez les figures qui sont affichées, donc il faut associer chaque script à sa figure. Et pour ceux qui aiment les couleurs, donc ça donne ceci. Alors, il faut donc regarder chaque script, essayer de le faire tourner rapidement et voir ce qui a pu se passer. Regardons le premier script. Donc ici, on se place toujours, hein, les 3 premières lignes, les 4 premières lignes sont les mêmes, le côté est mis à 80, donc ça c'est bon. Et on répète 3 fois. Alors là, on fait le motif 3 fois, mais à chaque fois, entre-temps, on avance de 100. Donc ça veut dire qu'on reconnaît notre premier motif, vous voyez, c'était celui-ci. On a avancé ici, donc là on reproduit 3 fois la même chose en avançant. Donc le script 1, c'est évidemment assez simplement, hein, c'est donc la figure ici B. Ensuite, le script 2. Donc, on répète 3 fois, alors motif, mais à chaque fois, entre chaque motif, on multiplie la longueur donc, des côtés du triangle par 1,2, donc ça fait des triangles plus gros. Hein, donc c'est cette figure-là. Ici, donc vous avez une première partie triangle, et après ça grossit, vous voyez. Donc, figure A, eh bien, va avec le script 2. Un croisement comme ceci. Maintenant, est-ce que le script 3 correspond à figure C? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? On remarque donc que à chaque fois, quand on fait le motif, on tourne de 120. Il se trouve que le premier que vous tracez, c'est celui-ci. Donc en fait, ça se passe comme ça. Vous faites ça, ça, ça. Ensuite, vous revenez là, ça et ça. Quand vous arrivez là, vous voyez, on tourne de 120. Et donc la direction, eh bien, elle va partir par ici. Donc on était là, donc 120, on part par là. Et on va en fait tracer, alors je vais le mettre dans une autre couleur. Après, donc ici, partir par là, tracer celui-ci. Et donc ici, on finit. Et on revient là. Et on retourne de 120. Qui fait qu'on va être orienté par là, et on va faire comme ceci, alors dans un sens ou l'autre, et on obtient effectivement cette figure. Et donc, eh bien, figure C, elle va avec le script 3. Donc regardez ce script 3, le voici. Ici, le script 2, regardez, voilà. Et l'autre, regardez, voilà. Quatrième question, dans cette question, on s'intéresse au script 2. Donc je l'ai mis ici uniquement. Combien de fois le bloc motif a-t-il été exécuté? Donc c'est très très simple, vraiment. Hein. Ici, il est là, et donc il est répété 3 fois. Donc question A, 3 fois. Quelle est la valeur de la variable côté à la fin de ce script? Donc à chaque fois qu'on répète, vous voyez, le motif, par contre, on multiplie côté par 1,2. Donc le côté, hein, au départ, on a dit qu'il valait... marqué ici 80. D'accord? Donc on fait 80 fois 1,2 fois 1,2 fois 1,2. Donc, eh bien, on fait 80 fois 1,2. Alors vous pouvez mettre carrément 1,2 au cube, ça ira beaucoup plus vite. Et on trouve ici donc 138,24. 138,24 pas. Et on a terminé cet exercice. À bientôt.